Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble le chapitre spectre atomique. Je vous rappelle que ce chapitre concerne les élèves du bac maths et bac sciences. Avant de commencer ce chapitre, je vous rappelle que ce travail est élaboré par moi-même, Abdel Fattah Al-Mqaddam, professeur au lycée Mahmoud El-Messaadi Bardou, sous la supervision de Monsieur l'inspecteur général de l'éducation, Monsieur Ali Nouiri. Alors, commençons par rappeler un peu ce qu'on connaît déjà concernant un système, les systèmes macroscopiques. Lorsqu'on parle d'un système macroscopique, alors on parle d'un système comme par exemple un pendule élastique, un solide ressort, comme le cas de la Terre et l'un de ses satellites artificiels par exemple. Alors, lorsqu'on parle d'un système macroscopique, l'énergie d'un système macroscopique étant une énergie continue, c'est-à-dire chaque système peut prendre n'importe quelle valeur d'énergie, c'est-à-dire il n'y a pas d'énergie interdite à un système. C'est-à-dire que si nous prenons par exemple le cas du pendule élastique, l'énergie mécanique du système étant la somme des énergies cinétiques et potentielles, c'est-à-dire 1 demi de 1 v carré plus 1 demi de kx carré, alors on peut donner n'importe quelle valeur pour x, n'importe quelle valeur pour v, et on aura n'importe quelle valeur pour l'énergie mécanique de ce système. De même pour le système Terre-satellite. On peut placer donc un satellite à une altitude quelconque en jouant sur la vitesse, etc. Donc il n'y a pas d'altitude interdite en fin de compte. Par contre, est-ce que cette continuité d'énergie qu'on a remarquée pour les systèmes macroscopiques, est-ce qu'elle est valable pour un système microscopique? C'est-à-dire, si nous prenons le cas d'un système microscopique, prenons le cas par exemple de l'atome d'hydrogène, formé par un proton et un électron, c'est un système donc microscopique, ou bien le cas d'un atome quelconque, formé par un noyau et des électrons qui gravitent autour, c'est un système microscopique. Est-ce que pour un système macroscopique, l'énergie est aussi continue? Est-ce qu'un atome peut prendre n'importe quelle valeur d'énergie? Est-ce qu'il est possible de donner n'importe quelle énergie à un système microscopique? Pour répondre à cette question, deux savants, Frank et Hertz, ont essayé de répondre à cette question en réalisant une expérience qui s'appelle l'expérience de Frank et Hertz. Cette expérience étant une expérience assez compliquée, mais si nous voulons simplifier les choses, on peut dire que l'expérience consiste en fin de compte à bombarder des atomes de mercure grâce à un faisceau d'électrons. Donc pour cela, nous allons utiliser le montage expérimental simplifié de cette expérience qui comporte, premièrement, on a une enceinte, l'enceinte qui renferme le gaz mercure à faible pression. Donc Frank et Hertz ont travaillé avec le mercure. Un canon électron, donc qui va envoyer un faisceau homocinétique d'électrons. D'accord? L'énergie cinétique de ces électrons est réglable. On peut régler cette énergie cinétique et on peut prendre n'importe quelle valeur pour cette énergie cinétique. Et un analyseur. L'analyseur, il a donc pour rôle de compter les électrons qui arrivent donc à cet analyseur avec l'énergie cinétique de départ, c'est-à-dire avec l'énergie cinétique initiale. Donc les électrons émis par le canon électron servent à exciter, donc le but de ces électrons, c'est d'exciter les atomes de mercure, d'essayer de fournir de l'énergie aux atomes de mercure. Par contre, l'analyseur, donc, il sert à détecter les électrons qui n'ont pas fourni de l'énergie aux atomes, c'est-à-dire des électrons émis par le canon à électrons et qui l'atteignent avec leur énergie cinétique initiale sans perte d'énergie. Donc ça c'est le montage, ça c'est le principe de l'expérience. Quel est le résultat de cette expérience? Bon, le résultat de cette expérience a permis de tracer une courbe qui correspond au rapport NC sur NE en fonction de EC0. C'est quoi NC et c'est quoi NE? Commençons par EC0. EC0 étant l'énergie cinétique initiale des électrons émis par le canon, d'accord, qui va être réglable. Donc, nous allons commencer par EC0 égale à 0 et on va augmenter cette énergie cinétique. D'accord?
Ne étant le nombre d'électrons émis par le canon pendant une seconde. C'est le nombre émis par le canon pendant une seconde. Nc, c'est le nombre d'électrons qui arrivent à l'analyseur pendant une seconde avec l'énergie cinétique de départ EC0. C'est-à-dire, en d'autres termes, Nc étant le nombre d'électrons qui n'ont pas cédé de l'énergie, d'accord, aux atomes de mercure. Ne, c'est le nombre total. Nc, le nombre d'électrons qui arrivent sans perte d'énergie. Alors, l'expérience a montré que tant que EC0 est inférieur à 4,9 électronvolts, le rapport Nc sur Ne est égal à 1. C'est-à-dire aucun des électrons n'a fourni de l'énergie à l'atome de mercure. Et à partir de 4,9 électronvolts, on remarque une chute donc de ce rapport. Le rapport Nc sur Ne décroît brusquement et devient nettement inférieur à 1, c'est-à-dire à partir de 4,9 électronvolts, les électrons maintenant ont fourni de l'énergie à l'atome, c'est-à-dire l'atome a reçu une quantité d'énergie égale à 4,9 électronvolts. Mais avant tout, c'est quoi l'électronvolt? Je vous rappelle, l'électronvolt, pourquoi on utilise l'électronvolt? Normalement, l'énergie, on l'utilise toujours en joules. Dans le cas d'un système macroscopique, lorsqu'on travaille dans le cas d'un pendule élastique, lorsqu'on exprime l'énergie mécanique, on l'exprime en joules. La masse en kilogrammes, la vitesse en mètres par seconde, la raideur K en newton par mètre et la déformation en mètres, donc, et l'énergie sera en joules. Dans le cas d'un système microscopique, l'unité joule étant une unité très grande, alors généralement on travaille avec une unité plus adaptée, si vous voulez, à l'échelle microscopique, c'est l'électronvolt. Donc l'électronvolt n'est autre que 1,6 joules. C'est-à-dire, le E veut dire la charge élémentaire, c'est 1,6 coulombs, et V, c'est 1 volt. Donc, Q fois V, Q fois U, c'est une énergie. Alors, Q, c'est en coulomb, V en volt, le produit, c'est en joules. Donc, un électronvolt correspond à 1,6 coulombs fois 1 volt, c'est-à-dire 1,6 joules. Alors, dorénavant, il faut faire attention, donc, dans ce chapitre, à chaque fois que vous exprimez l'énergie et vous voulez, par exemple, calculer une vitesse. Pour cela, vous devez utiliser la formule, par exemple, n demi d'un v carré. Dans ce cas, il faut faire attention. Lorsqu'on utilise la formule n demi d'un v carré, l'énergie doit être exprimée en joules. Donc, si vous avez donc l'énergie en électronvolts, vous devez multiplier cette énergie par 1,6 pour convertir l'énergie en joules et par la suite calculer la vitesse, par exemple. Alors, donc, si nous voulons récapituler un peu les choses, pour EC0 inférieur à 4,9 électronvolts, le rapport Nc sur Ne est égal à 1. Aucun atome de mercure n'est excité, c'est-à-dire aucun atome n'a pu absorber de l'énergie. Et à partir de 4,9 électronvolts, le rapport devient inférieur à 1, c'est-à-dire certains atomes ont absorbé de l'énergie. Si vous voulez, on peut même voir donc l'animation suivante qui peut expliquer un peu les choses. On a le canon électron et on a l'analyseur. Les boules vertes représentent l'atome d'hydrogène et les taches bleues sont les électrons. On va bombarder les atomes de mercure. On va bombarder les atomes de mercure avec les électrons. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe au départ lorsque l'énergie est inférieure à 4,9 électronvolts. Vous voyez, tous les électrons arrivent sans perdre de l'énergie. À partir de 4,9 électronvolts, maintenant, certains électrons vont perdre de l'énergie et l'analyseur ne va compter qu'un nombre d'électrons plus petit. D'accord? Donc, ce qui explique en fin de compte qu'à partir de 4,9 électronvolts, l'atome de mercure va pouvoir recevoir de l'énergie. Donc, l'énergie reçue par l'atome de mercure n'est autre que 4,9 électronvolts et non pas 4,85 par exemple. Même 4,89 par exemple, ça ne marche pas. C'est à partir de 4,9, exactement 4,9, on aura donc transfert d'énergie. Donc, le transfert d'énergie entre l'atome et le milieu extérieur ne peut prendre que des valeurs discrètes et uniques, c'est-à-dire des valeurs bien déterminées.
non pas n'importe quelle valeur. Et par la suite, le fait que ce transfert d'énergie est discrète et bien déterminé, cela veut dire que l'atome possède des énergies bien déterminées. Donc l'énergie de l'atome aussi est discontinue, c'est-à-dire l'énergie de l'atome est aussi discrète, c'est-à-dire nous disons dorénavant, ce mot donc vous devez l'apprendre, nous disons que l'énergie de l'atome est quantifiée, d'accord? Donc l'énergie de l'atome est quantifiée, cela veut dire que l'énergie de l'atome ne peut prendre que des valeurs discrètes et non pas n'importe quelle valeur. C'est différent du système macroscopique où le système peut prendre n'importe quelle valeur d'énergie. Pour ce système microscopique, le cas de l'atome, on a donc un système dont l'énergie varie par saut, c'est-à-dire on ne peut pas avoir n'importe quelle valeur d'énergie pour ce système. Alors, ça c'est, si vous voulez, si on veut conclure, nous disons que chaque valeur particulière d'énergie correspond à un niveau d'énergie. C'est-à-dire on peut dire que l'atome possède des niveaux d'énergie. Les niveaux d'énergie de l'atome, on va les représenter par des traits horizontaux, d'accord? Des paliers horizontaux. Ces paliers horizontaux représentent à chaque fois l'énergie de l'atome. Donc, on va prendre un axe. Donc, ces paliers horizontaux sont représentés sur un axe d'énergie orientée vers le haut, c'est-à-dire l'énergie va être faible en bas et l'énergie augmente à chaque fois qu'on monte vers le haut. Et les niveaux d'énergie vont être représentés par des traits horizontaux qui représentent en fin de compte les niveaux d'énergie. Alors ça c'est le niveau d'énergie le plus bas, puis on a d'autres niveaux d'énergie plus grands que cette énergie, donc jusqu'à une certaine valeur d'énergie où l'atome sera ionisé. On va revenir à ça. Maintenant, est-ce que c'est possible pour l'atome de passer d'un niveau d'énergie à un autre? Est-ce qu'il est possible que l'atome passe d'un niveau d'énergie à un autre? On a vu maintenant dans l'expérience de Frank et Hertz que c'est possible que l'atome absorbe de l'énergie à partir de l'énergie cinétique de l'électron, et grâce à un apport d'énergie, l'atome peut passer d'un niveau d'énergie EP, d'accord? EP, ça c'est EP, par exemple, disons EN et EP. Alors, disons que c'est EP supérieur à EN. Alors, si l'atome reçoit de l'énergie, alors il passe d'un niveau d'énergie EN à un niveau d'énergie EP plus grand. Donc, dans ce cas, la variation d'énergie delta E est positive. D'accord? La variation d'énergie est positive puisque on a dit que l'axe des énergies est orienté vers le haut. Ça, c'est l'énergie en électronvolts, est orientée vers le haut. Alors, l'énergie EP va être supérieure à EN. EP supérieure à EN. Et on sait que la variation, c'est toujours énergie finale moins énergie initiale. Donc, delta E va être finale, c'est EP moins initiale EN, ce qui donne en tout une variation d'énergie positive. Donc, c'est pour ça que l'atome va recevoir apport d'énergie, ce qui donne ce passage du niveau N à un niveau P. Maintenant, le cas inverse, c'est-à-dire si on veut faire l'inverse, on veut représenter, voilà, donc si on veut représenter, on veut observer, voilà, donc si nous voulons faire l'inverse maintenant, observer donc une descente du niveau, c'est-à-dire on passe d'un niveau élevé vers un niveau plus bas, c'est-à-dire suite à une perte d'énergie, on peut revenir donc du niveau EP au niveau EN. D'accord? Donc, il s'agit dans ce cas d'une émission d'énergie. Donc, on peut avoir l'absorption d'énergie comme on peut avoir l'émission d'énergie. L'absorption aura lieu lorsqu'on a un apport d'énergie à l'atome et la perte d'énergie de l'atome va s'accompagner de l'émission d'énergie. Alors, lorsqu'on parle de ce passage d'un niveau à un autre, on va l'appeler dorénavant transition. Donc, on parle de transition. La transition atomique est tout passage de l'atome d'un niveau d'énergie à un autre. Donc, on connaît maintenant que
l'énergie de l'atome est quantifiée et on connaît qu'il est possible de passer d'un niveau à un autre en donnant, donc en fournissant de l'énergie à l'atome, ou bien au contraire, lorsque l'atome perd de l'énergie, on peut passer à un état d'énergie plus bas. Alors, on va passer maintenant à ce qu'on appelle le spectre lumineux. Nous allons étudier ce qu'on appelle le spectre lumineux. Maintenant, on connaît que l'atome et tout système microscopique donc, ne se comporte pas comme les systèmes macroscopiques. Donc, son énergie est discontinue. Et pour cela, nous allons essayer de voir les spectres lumineux. Mais avant de commencer les spectres lumineux, je vais vous rappeler un peu du spectre visible de la lumière blanche que vous avez déjà étudié dans le chapitre précédent, dans le chapitre interaction de matière pour la section maths et dans le chapitre nature ondulatoire de la lumière pour la section sciences. Alors, le spectre visible de la lumière blanche est obtenu donc lorsqu'on disperse la lumière par un prisme. Donc, pour observer expérimentalement le spectre visible de la lumière blanche, on réalise la dispersion de la lumière émise par une lampe à incandescence avec un prisme. Et bien sûr, nous devons avant tout, voilà le dispositif complet, une lampe à filament, par la suite un diaphragme à fente réglable pour orienter la lumière, une lentille convergente qui converge la lumière vers ce prisme, et par la suite on a l'écran et on va observer sur l'écran le spectre de la lumière blanche. Une fois que la lumière traverse donc le prisme, on va avoir le phénomène de dispersion, et sur l'écran on observe un spectre d'émission qui comporte toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est-à-dire un spectre continu. C'est un spectre continu qui comporte toutes les couleurs du rouge au violet. Donc on parle de lumière polychromatique. Une lumière polychromatique, c'est-à-dire qui comporte une infinité de couleurs, alors que s'il s'agit d'une lumière monochromatique, c'est-à-dire une seule couleur, c'est une lumière monochromatique. Donc le spectre produit par la lumière émise par un corps chaud est un spectre d'émission continue. Donc tout corps chaud, une fois chauffé, il émet de la lumière, et cette lumière comporte toutes les radiations, donc du rouge au violet, de même des radiations ultraviolettes, des radiations infrarouges. Bien. Alors, on va définir le spectre d'émission comme étant un spectre d'émission est un spectre produit par la lumière directement émise par une source. C'est-à-dire, vous avez une source, la lumière émise par la source va vous donner le spectre d'émission. S'il s'agit d'une source, s'il s'agit d'une lampe à filament, alors, dans ce cas, on obtient le spectre d'émission de la lumière blanche, un spectre continu. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que si on utilise une lampe spectrale, une lampe à vapeur de sodium ou à vapeur de mercure, si on change la lampe à filament par une lampe spectrale, dans ce cas, est-ce que de même on aura un spectre visible, un spectre continu? Donc, c'est à cette question qu'on va répondre. Pour cela, nous allons réaliser l'expérience suivante pour voir donc le spectre d'émission d'une lampe à vapeur de sodium ou de mercure, à vapeur à un gaz quelconque. Alors, dans ce cas, nous prenons le cas d'une lampe à vapeur de sodium. Le dispositif comporte une lampe à vapeur de sodium, bien sûr notre diaphragme, la lentille, le prisme et l'écran. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce cas? Eh bien, on trouve un spectre différent de celui de la lumière blanche, c'est-à-dire on n'a pas cette fois toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est-à-dire du rouge au violet, plutôt, on a uniquement quelques couleurs, quelques radiations, la radiation rouge, de raies jaunes, la radiation verte, bleue, etc., violette. Alors, ça, c'est le spectre de la lampe à vapeur de sodium. Donc, vous voyez bien que c'est un spectre discontinu. Donc, c'est un spectre discontinu, ce n'est pas un spectre continu. Donc, le spectre obtenu est discontinu. Le spectre obtenu ne comporte qu'un nombre restreint de lignes colorées, c'est-à-dire, nous allons dorénavant appeler ces lignes par raies. Donc, il ne comporte qu'un nombre restreint, limité de raies colorées. Ici, on a donc 4 couleurs.
2 raies jaunes et 3 raies, et 5 couleurs en fin de compte, 2 raies jaunes et une raie rouge, une raie verte, une raie bleue et une raie violette. Bien. Maintenant, si on change la lampe de sodium par une lampe de mercure, par exemple, est-ce qu'on aura le même spectre? Eh bien, l'expérience montre qu'on aura un spectre, de même un spectre de raies, mais cette fois, un spectre différent de celui de l'atome de la vapeur de sodium. Vous voyez bien que les raies qu'on a obtenues dans ce cas sont différentes de celles obtenues dans le cas de la lampe à vapeur de sodium. Donc, nous pouvons dire, on peut maintenant affirmer que chaque atome possède son propre spectre d'émission. Donc, on n'a pas le même spectre pour le mercure et pour le sodium, par exemple. Donc, chaque raie correspond à une radiation monochromatique de longueur d'onde bien déterminée. Chaque raie correspond à une radiation monochromatique qui possède une fréquence et une longueur d'onde bien déterminée. Et le spectre de d'émission permet d'identifier une entité chimique, tout simplement parce que chaque entité chimique possède un spectre qui l'identifie, si vous voulez. On peut dire que ce spectre représente la signature de cette entité chimique. D'accord? En conclusion, on peut dire que tout élément chimique est caractérisé par un spectre de raies appelé spectre d'émission. Donc, le spectre d'émission peut caractériser l'élément chimique, puisqu'on n'a pas 2 éléments chimiques qui ont le même spectre d'émission. D'accord? Donc, si maintenant on passe à notre cas, c'est le cas de ce qu'on appelle spectre d'absorption. C'est-à-dire, au lieu que l'atome émet de l'énergie, nous voulons maintenant la transition inverse. L'atome reçoit de l'énergie. Dans ce cas, spectre d'absorption, on commence par définir le spectre d'absorption. Un spectre d'absorption est un spectre de la lumière obtenue après traversée de cette substance par la lumière blanche. C'est-à-dire, lorsque la lumière blanche traverse cette substance, alors, une fois que la lumière passe à travers la substance, on aura, si on disperse cette lumière à l'aide du prisme, on aura le spectre d'absorption. Donc, dans ce cas, pour obtenir expérimentalement le spectre visible de la lumière blanche, alors on va faire traverser la lumière blanche, on va traverser cette vapeur métallique ou bien ce gaz par la lumière blanche et disperser par la suite cette lumière à l'aide du prisme. Alors, nous allons utiliser une lanterne, c'est-à-dire une lampe à filament, qui va donner une lumière polychromatique. On utilise donc le diaphragme. Par la suite, on place notre gaz ou bien notre vapeur métallique devant ce faisceau de lumière. On place par la suite notre lentille convergente et on a le prisme et par la suite l'écran. Si maintenant la lumière blanche passe, la lumière polychromatique passe à travers cette substance, cette matière, donc cette vapeur, voilà, ce gaz, si vous voulez, correspondant au sodium par exemple, alors qu'est-ce qu'il se passe exactement? On obtient sur l'écran le spectre suivant. On obtient un spectre. Dans le cas par exemple de l'atome de sodium, on aura un spectre d'absorption de ce genre. Et pour le cas de l'atome de mercure, on obtient le spectre d'absorption, bien sûr, différent de celui de sodium. Mais les 2 spectres d'absorption sont des spectres maintenant formés par une, si vous voulez, la couleur de, si vous voulez, le spectre de la lumière blanche, mais avec des raies noires là-dessus, donc des cannelures. Nous disons qu'on a des cannelures sur le spectre visible de la lumière blanche. Donc le spectre de la lumière obtenu est constitué de raies noires se détachant sur un fond coloré. Ce spectre, on va l'appeler spectre de raies d'absorption. L'autre, c'est le spectre de raies d'émission. Celui-là est un spectre de raies d'absorption. Alors, le spectre d'émission correspond au spectre visible de la lumière blanche avec des cannelures, avec des raies noires. Donc, si on élimine les cannelures noires, on obtient le spectre de la lumière blanche. Donc, les cannelures, au-dessus de ce spectre,
on obtient le spectre d'absorption, au contraire de celui d'émission où on a un fond noir et des raies colorées. Ici, on a un fond coloré et des raies noires. Bien. Maintenant, si on généralise, alors, si nous prenons le spectre d'émission et le spectre d'absorption, bien sûr, le spectre d'émission, c'est celui-là, un spectre noir, donc un fond noir avec des raies colorées, et celui-là, c'est le spectre d'absorption, donc des raies noires dans un fond coloré. Si nous prenons le spectre d'émission et le spectre d'absorption relatifs à un même élément chimique, on remarque que ces deux spectres sont superposables, complémentaires, si vous voulez. C'est-à-dire, si nous voyons donc cette raie jaune, en face de cette raie jaune, on a donc une raie noire sur la bande jaune du spectre visible de la lumière blanche. Donc, le spectre d'émission et le spectre d'absorption sont les deux spectres caractérisent l'élément chimique en question, et ces deux spectres sont superposables, c'est-à-dire les cannelures d'absorption et si on ajoute les raies visibles du spectre d'émission, au spectre d'absorption, on aura le spectre de la lumière blanche, puisque ça se complète pour former toutes les radiations. C'est-à-dire, les radiations présentes dans le spectre d'émission sont des radiations manquantes dans le spectre d'absorption. D'accord? Bien. Maintenant, donc, le spectre d'émission ou d'absorption constitue la signature, ou on peut dire de même, c'est la carte d'identité de l'élément chimique. Un élément chimique absorbe les radiations qu'il est capable d'émettre, c'est-à-dire les radiations émises par la substance chimique, l'élément chimique, sont des radiations que cette substance peut l'absorber. D'accord? Il caractérise en quelque sorte cet élément. Donc, un élément chimique absorbe les radiations qu'il est capable d'émettre et il est caractérisé par son spectre d'émission et celui d'absorption. Bon, un récap, si vous voulez. Nous avons dit que une lampe spectrale, c'est une lampe qui possède un spectre discontinu, appelé aussi spectre de raies. Donc, le spectre de raies, c'est un spectre discontinu. Deuxièmement, les spectres d'émission atomique sont formés de raies fines et colorées sur un fond noir. Ça, c'est le spectre d'émission. Des raies fines colorées sur un fond noir. Et les spectres d'absorption atomique sont formés par des raies fines sur un spectre continu de la lumière, donc le spectre continu de la lumière blanche. Chaque raie spectrale correspond à une radiation de longueur d'onde bien précise, bien déterminée. Donc, finalement, l'atome, c'est une entité à l'échelle microscopique, possède donc des caractéristiques différentes en quelque sorte du comportement des systèmes à l'échelle macroscopique. Donc, c'est un comportement qui n'est pas expliqué par la mécanique classique. C'est un système, si vous voulez, qu'on doit expliquer autrement. Donc, nous devons par la suite expliquer, interpréter ces observations. Pour cela, donc, je vous laisse pour la prochaine séance où on va interpréter ces observations, interpréter la quantification de l'énergie de l'atome, interpréter pourquoi on a des raies noires sur le spectre visible de la lumière blanche et pourquoi on a des raies colorées dans le spectre d'émission d'un atome. Donc, je vous remercie et bon courage.